Chers amis, je vous salue. Je voudrais donner lecture du texte de l'élégie funèbre que j'ai écrite pour le regretté Emmanuel Fonkoy, mon ami et frère bien-aimé, qui vient de nous quitter. Je vous remercie de bien vouloir partager ce témoignage. Hier, 19 décembre 2021, à Semto Banjoul, au Cameroun, le corps de mon frère et ami bien-aimé Emmanuel Fonkoy a été confié à la terre de nos ancêtres. Son âme avait commencé depuis la nuit matinale et fatidique du mercredi 1er décembre 2021, le voyage vers les plans surnaturels où le maître de vie recueille ses semences et décide de leur destination. Oui, notre bon frère Emmanuel Fonkoy chevauche actuellement la constellation du chariot dans la barque du Noun primordial sous la guidance éclairée de nos ancêtres angélisés et du Seigneur tout-puissant des êtres. La tristesse et l'espérance nous ont étreints depuis lors à Rouen aux côtés de sa femme, de ses frères et sœurs, de ses enfants et de ses nombreux amis aux quatre coins du monde. J'ai eu la chance de pouvoir me recueillir près de sa dépouille mortelle en chambre funéraire au CHU de Rouen le mercredi 7 décembre, un jour de pluie, de brouillard et de sombre atmosphère, où toute la nature s'était donné rendez-vous avec le malheur que j'éprouvais. Le temps, cet autre nom de Dieu, pleuvait dans le ciel de Rouen comme il pleurait dans mon cœur. À présent, je voudrais délivrer pour la postérité mon témoignage pour Emmanuel Fonkoy. Car, dans ces moments-là, les choses graves qu'on peut dire servent à assagir les vivants, ces futurs morts qui parfois s'ignorent dangereusement. Excusez-moi. J'agrandis simplement mon texte. Très bien, je continue. Arrivant dans la ville de Rouen, courant 2008, à la suite d'une affectation académique qui me ramenait de la région de Lille dans le nord de la France, je m'étais lié d'amitié avec le professeur de mathématiques, musicien et grand militant upéciste, Yves Beng, qui avait du reste facilité mon installation avec ma famille dans la capitale de Haute-Normandie. La maison de la famille Beng à Rouen est de notoriété celle du peuple camerounais de la résistance et de la militance dans cette ville. Autre détail important pour la mise en place de ce témoignage, les époux Beng, tous mathématiciens de formation, furent autrefois élèves au prestigieux collège catholique Liberman de Douala, par lequel était passé également Emmanuel Fonkoy. À force de fréquenter donc les Beng, on est amené à rencontrer des Camerounais et plus largement des Africains de toutes les origines, des militants de la gauche progressiste, révolutionnaire et humaniste du monde entier, des artistes et toutes sortes de gens du peuple africain de la diaspora rouennaise. C'est ainsi que dans le foyer des Beng à Rouen, je devais 2 années plus tard, après mon arrivée dans la ville, autour de 2010, je crois, faire la connaissance d'Emmanuel Fonkoy. Un Camerounais, ancien élève de Liberman, diplômé
de sciences économiques de l'université de Yaoundé, qui avait fait le gros de sa carrière dans les succursales africaines de la BNP Paribas au Cameroun et au Gabon. Emmanuel Fonkwa, fils de Samto Banjoun, venait de s'installer dans la ville avec son épouse gabonaise Carole Alogo Fonkwa, que nous apprîmes depuis lors à appeler Maka, comme son époux l'appelait tendrement. L'homme dont je voudrais vous parler aujourd'hui nous a donc récemment quittés, au terme d'une longue maladie, le 1er décembre 2021 au CHU de Rouen. C'était un grand gaillard, au teint clair et à l'allure parfaite du maître d'arts martiaux qu'il était. Une musculature de briscard sans excès ni défaut, solide comme un charpentier de chez nous, élégant dans ses pores et ses allures, regard franc, rire éclatant, voix de stentor, avec des lettres prononcées souvent sifflantes entre sa fente interdentaire supérieure. Emmanuel Fonkwa était un homme d'un abord affable et d'une franchise naturelle. Très vite, autour de nos échanges dans le foyer des Bains à Rouen, chez moi à Mont-Saint-Aignan, ou chez lui-même, rue du Renard à Rouen, naquirent entre Emmanuel Fonkwa et moi une relation d'estime et une relation d'affection mutuelle dont je voudrais vous raconter aujourd'hui les grands enseignements. Nous avions découvert 3 centres d'intérêt communs entre nous, dans lesquels nous étions l'un pour l'autre tour à tour maîtres et disciples, enseignants et enseignés, comme il sied dans une vraie amitié, sincère et franche, sans complexe, au-delà des barrières de l'âge, des professions, des avoirs, bref, de tous les artifices du paraître dans la vie sociale qui empêchent bien des gens d'être des personnes véritables. Le premier centre d'intérêt commun entre Emmanuel Fonkwa et moi fut le désir d'émancipation de notre pays natal et de l'Afrique, de la double domination des dictateurs africains et du néocolonialisme français. L'Afrique libre, redevenue grande puissance économique, culturelle et géopolitique, était notre idéal commun en vue d'un monde multipolaire et rééquilibré dans le respect de la souveraineté des peuples et de la dignité des personnes. Nous sommes vite tombés d'accord sur le fait que nous ne pouvions assister passivement à la descente aux enfers sempiternels de l'Afrique francophone. Bien qu'il ait passé toute sa carrière au sein d'une banque française, et bien que je fusse dans l'enseignement public français, Emmanuel Fonkwa et moi ne confondions pas l'admiration pour l'état de droit et la démocratie français de France et l'intérêt pour les œuvres magistrales de la culture française et avec la moindre complaisance envers le néocolonialisme persistant de la France dans ses anciennes colonies et anciens territoires sous tutelle d'Afrique. Avec Emmanuel Fonkwa, nous étions des citoyens français d'adoption qui luttions contre le colonialisme français sans céder à la haine de la France. Nous luttions concomitamment contre les dictatures africaines sans céder au fatalisme africain. Nous promouvions ensemble l'émergence d'une ère de la dignité réciproque des peuples occidentaux et africains. Il fallait tenir cette position difficile, sans tomber ni dans le racisme antiraciste, ni dans la confusion de tout ce qui est français avec le colonialisme, ni dans la complaisance envers tout ce qui, dans le malheur de l'Afrique contemporaine, relève avant tout de la responsabilité des peuples et des élites africaines. Et c'est ainsi que j'acceptais, à sa demande, parce qu'il gérait encore quelques affaires économiques délicates en Afrique centrale, de l'aider à publier sous pseudonyme un petit brûlot contre les dictateurs de la France-Afrique, intitulé « France-Afrique, ces monstres qui nous gouvernent », chez l'Harmattan à Paris. Je fis la relecture et la négociation éditoriale
de ce livre sans jamais révéler à l'éditeur Denis Prien la véritable identité de l'auteur, qu'il découvrira par la présente communication. Voici le livre testament politique de mon ami et frère Emmanuel Fonkwa, publié sous le pseudonyme d'Ernest Ngwong Moussavou. France-Afrique, ces monstres qui nous gouvernent. Ce livre a été publié Il a exactement été publié en 2012 chez l'Harmattan à Paris. Vous pouvez lire et faire lire cette œuvre, portrait des monstres politiques qui ont freiné l'évolution africaine, et que l'artiste Gabriel Ngadou de la place de Poitiers a bien voulu illustrer par une belle caricature de couverture que vous voyez. Oui, c'est Emmanuel Fonkwa, le banquier retraité d'une multinationale française, qui a écrit ce beau et vibrant livre de déconstruction de la domination dictatoriale et néocoloniale. Il s'est renommé pour l'occasion Ernest, comme Ernest Wandier, président de la République du Cameroun sous Macky, chef de l'armée de libération du Cameroun, ALNK, assassiné par les troupes de l'armée néocolonialiste d'Aïdjo le 15 janvier 1971 à Bafoussam. Il s'est nommé Ngwong parce que dans la langue camerounaise Banjoun, Emmanuel Fonkwa m'apprit qu'on appelait la lutte d'indépendance Ngwong le Pou. Il s'est nommé Moussavou parce qu'il voulait passer pour un Gabonais pour mieux confondre ses persécuteurs éventuels. Et il me fit promettre d'en parler quand il ne serait plus de ce monde. En dehors de ce livre clandestin, Emmanuel Fonkwa s'imposa dans notre diaspora militante d'être un agent de réconciliation et d'exhortation entre les différentes factions. Par exemple, c'est lui qui fit signer une paix des braves entre l'activiste londonien Brice Nietzsche et moi-même dans sa maison de Rouen, situation qui est demeurée stable depuis lors, bien que nos désaccords pratiques sur les péripéties de la lutte citoyenne camerounaise, se soient confirmés, Brice Nietzsche et moi-même. Avec Emmanuel Fonkwa, nous effectuâmes de nombreux voyages politiques. Dans le cadre de la section française de l'UPC où nous militions, puis dans le cadre du soutien au parti émergent de l'opposition camerounaise et à son leader, le président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto, président du mouvement de la Renaissance du Cameroun. Des liens forts naquirent de cette camaraderie militante et même une gentille taquinerie mutuelle, comme ce mien refus de le laisser prendre le volant à ma place, y compris dans sa propre voiture, quand nous avions un long trajet à faire, car il allait toujours trop vite à mon goût. Le second centre d'intérêt entre Emmanuel Fonkwa et moi-même, ce fut le terrain pratique de l'économie. Banquier de profession, Emmanuel Fonkwa m'apprit à apprécier à sa juste valeur la nécessité de l'industrialisation de l'économie africaine à partir de sa théorie fétiche de la révolution par les machines-outils. Il voulait écrire un livre sur cette théorie, mais sa santé devenue fragile, et dont je vous parlerai en dernier lieu, ne lui en laissa pas le loisir. La machine-outil, me disait-il, c'est la phase intermédiaire et nécessaire entre l'économie rurale rudimentaire de nos ancêtres et l'économie industrielle et financière des temps contemporains. La machine-outil, me disait Emmanuel Fonkwa, c'est la capacité de transformation des richesses africaines fondamentales par les Africains sur place en Afrique, et ainsi la valorisation de nos matières premières par une économie autonomisée des grands centres du nord de la planète. Emmanuel disait, apprenons à fabriquer sur place en Afrique l'essentiel de ce dont nous avons besoin pour vivre décemment. Nos routes, nos écoles, nos hôpitaux, nos motos, nos voitures, nos avions, notre tourisme, notre architecture, nos logements, nos idées. Soyons les maîtres ouvriers de nos matières premières et nous ne serons plus à la remorque du monde.
L'autonomie monétaire, selon lui, devait rimer avec l'autonomie productive, dans cette vision puissante dont il me parla tant de fois que je l'entends encore. En effet, si nous militions tous pour le démantèlement immédiat du franc CFA, monnaie néocoloniale française, nous étions également convaincus que la souveraineté monétaire sans une économie productive et écologique en Afrique ne garantirait pas la sortie de nos peuples de la misère scandaleuse qui les ensauvage. Enfin, le troisième centre d'intérêt qui devait encore plus intimement m'unir à Emmanuel Fonckoy, ce fut l'expérience extrême de la souffrance née de sa longue maladie. Il me l'a raconté, cette terrible expérience, presque jusqu'à son départ de ce monde, avec la fameuse question lancinante qu'il se posait toujours et qu'il nous posait aussi. Pourquoi dois-je autant souffrir? Qu'ai-je fait pour mériter un sort si dur? Karatéka et scoutiste dans sa jeunesse, Emmanuel Fonckoy jouissait pendant toute la première moitié de sa vie d'une santé de fer. Il avait même réalisé la prouesse de traverser en voiture tout seul, en aller et retour, le désert du Sahara. Je me souviendrai toujours des souvenirs de ses amis de jeunesse, de ses camarades libermaniens, de ses copains de karaté, de ce Nord Cameroun où la carrière de douanier de son père le conduisit très tôt, dont il remplissait davantage nos conversations que de sa vie de banquier. Emmanuel Fonckoy aimait la vie, la nature et surtout, il aimait les gens. Avec lui, la moindre rencontre était nécessairement un moment de partage des choses de l'esprit, de celles de l'âme et des nourritures terrestres. Quand je lui décrivais une doctrine philosophique, lui qui avait près de 20 ans au-dessus de moi, m'écoutait avec admiration et m'encourageait en disant « Grand, explique-moi encore cette théorie, ça me plaît trop, tu me rends trop intelligent. » Fin de citation. Aimait-il à me dire, autant pour me flatter que pour m'exalter, sans la moindre ironie pourtant. Mais je me suis trop éloigné du sujet de la dernière partie de mon témoignage. Emmanuel Fonckoy, disons-le tout net, nous a appris à tous que la vie valait la peine qu'on se batte pour mieux la vivre. Frappé sans coup férir par une insuffisance rénale sévère, Emmanuel Fonckoy devait par plusieurs fois être donné pour mort. L'homme connaissait infiniment mieux que moi les portes du Sheol. Il sauva de justesse sa propre vie à l'hôpital général de référence de Douala, où une machine de dialyse mal maîtrisée par le technicien de service avait failli le précipiter ad patres. Il réussit à convaincre le technicien dialyseur de l'hôpital général de Douala de régler autrement la machine avant qu'il ne se fût évanoui. Sorti de cette terrible expérience, des mouroirs à ciel ouvert que sont la plupart des hôpitaux du Cameroun, il était venu en France bénéficier de soins plus efficaces. Il dut être greffé du rein grâce à la généreuse donation de sa sœur cadette Blandine, une formidable femme d'Afrique trempée dans les mêmes valeurs que lui. Mais, malgré tous les sacrifices consentis par lui-même, son épouse Carole, son fils et ses filles, nés de son premier mariage au Cameroun, sa propre famille élargie, Emmanuel Fonckoy était confronté à la solitude extrême d'une expérience permanente de la douleur physique. Il alternait sans cesse des séjours à l'hôpital et des séjours à domicile. Et dans tout cela, il voulait encore et toujours travailler, contre vents et marées, à quelques projets utiles. Mon ami et frère bien-aimé Emmanuel avait souvent mal, et il ne nous le disait que quand il approchait les limites infernales de la souffrance. Alors revenait sa question lancinante. Pourquoi dois-je autant souffrir? Qu'ai-je fait pour mériter un sort si dur? Question qui me rappelait les accents du livre profond de Job dans la Bible judéo-chrétienne. À chaque fois qu'il a posé cette question, je lui ai avoué que tout philosophe que j'étais, bardé d'un doctorat dans cette discipline métaphysique,
ma sincérité m'empêchait de lui proposer une réponse assurée à cette question. Un jour, de guerre lasse, Emmanuel Fonkwa me répondit lui-même, ou plutôt, pour le dire plus exactement, il se répondit à lui-même. Et il dit la chose suivante que je vous rapporte. Cette souffrance est une épreuve que la vie m'inflige pour vérifier que je l'aime vraiment, la vie. Eh bien, j'irai jusqu'au bout, que la volonté de Dieu soit faite. Fin de citation. J'ai senti dans la profondeur de cette sentence, sortie des entrailles d'un homme qui a lutté pendant plus de 20 ans contre la maladie, une leçon de vie que je voudrais, au soir de sa vie, partager avec chacune et chacun d'entre vous. Voici à peu près ce que j'ai compris grâce à Emmanuel Fonkwa. La vie vaut la peine d'être vécue si on la consacre à découvrir, à vivre et à incarner son plus grand et son plus beau mystère, l'amour. Tous nos efforts pour nous instruire, nous éduquer, gagner notre pain du jour, nous vêtir, nous loger, nous soigner, nous nourrir convenablement, ne servent à rien si tout au long de cette expérience humaine, nous ne touchons pas à quelque chose d'infiniment plus grand que nous et qui nous rappelle que le sens de la vie est certes combat, mais plus essentiellement partage et don de soi pour la vie, par amour. Et vivre pour faire que la vie vive au-delà de nous, c'est cela que m'a apporté la compagnie de mon bien-aimé frère Emmanuel Fonkwa. Le courage de transmettre à mon tour la vie comme la culture persévérante du chant de l'amour infini. C'est ce sens du sacrifice pour la vie, c'est cette transmission de l'énergie créatrice qui sera à tout jamais dans mon cœur la trace éternellement vivante de mon ami, mon frère, mon camarade bien-aimé, Emmanuel Fonkwa. À présent, que le siècle des siècles soit son repos, que sa mémoire vigilante avive le sens de la foi, de la charité et de l'espérance parmi tous ceux qui savent que la forme humaine est essentiellement la promesse d'une grande métamorphose vers d'autres sociétés merveilleuses du monde de l'éternel vivant, berger des âmes immortelles et éternelles. À ton épouse, Emmanuel, à tes enfants, à tes sœurs bien-aimées, à tes frères, à tes beaux-frères camerounais et gabonais, à tes nombreux frères d'adoption et amis en toute contrée, en toute couleur, en toute nationalité. Je dis mon union de pensée et de prière pour que tu mutes dans la grâce du Tout-Puissant. Adieu, Emmanuel Fonkwa, va et vis autrement, pour toujours, mon frère. Ton jeune frère, encore sur le chemin d'en bas, professeur Franklin Nyamsi Wa Cameroun, à Rouen, le 20 décembre 2021. Mes chers amis, je vous remercie de bien vouloir partager cet hommage qui sera rediffusé tout à l'heure sur ma chaîne YouTube Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. Merci infiniment. Que Dieu bénisse toutes nos familles, toutes nos personnes et nous accorde de voir aussi longtemps qu'il le voudra ces miracles en ce monde. Bonne soirée à tous.